merci beaucoup d'être là. Du coup, aujourd'hui, le meet-up, ça va être simplement un focus sur bon nombre des idées reçues ou des mauvaises pratiques qu'on peut très souvent entendre quand on doit faire un outil BI, une application, un site web. Bon, bref, tout ce qui a rapport avec, on va dire, le numérique, de personnes qui se disent: «Oh, c'est pas grave, on peut faire ça comme ça va passer après tout, hein, qu'est-ce qu'on risque?» Donc on va voir justement quand on écoute ces personnes-là, ce qui se passe. Alors déjà, on va commencer, hein, ensemble, j'espère que vous êtes tous prêts, c'est parti. Déjà, un truc qu'on entend très souvent, c'est: «L'UX, c'est facile». On va dire, c'est évident, quoi. Il faut juste faire ce qui me semble bien. Non, c'est plus compliqué que ça, hein. Donc quand une personne vous dit ça, vous lui mettez un gros stop directement et lui expliquer que, l'UX, c'est une vraie méthodologie. Il y a des vraies, bonnes pratiques à faire et à suivre. Je vais vous donner un très mauvais exemple que j'ai eu un jour. C'est une personne qui, m'a dit: «Non, non, mais l'UX, c'est trop long à faire, voilà, moi je vous fais des schémas et vous me développez les graphiques directement». Donc il m'a fait un graphique comme ceux que vous pouvez voir là, hein, en crayon à papier, avec des petits traits pour me dire: «Voilà, je veux ça là, 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 le but c'est de voir ça». Donc on lui a dit: «OK», on a fait. Sauf qu'il était jamais content de ce qu'on faisait parce que soi-disant il y avait pas assez de détails ou c'était pas vraiment ce qu'il voulait au final et autres. Donc au final, un truc qui devait prendre disons, 1 semaine, on a pris 3. Donc ça a coûté 3 fois plus cher, juste parce que pour lui, l'UX, c'était facile et que pas besoin de faire une méthodologie, de faire des tests et puis de voir ce que vraiment nos besoins et autres. Pour vous, expliquer, hein, un petit peu, enfin vraiment pour donner un bon exemple à cette personne, si vous tombez face à ça un jour, c'est lui dire: «Quand vous voulez une maison, vous faites pas un schéma au crayon à papier de la pièce, principale et dites à l'architecte: «Je veux ça». Non, vous laissez faire à l'architecte un vrai travail avec des vrais plans pour avoir une maison qui est dès le premier coup adéquate à vos besoins. Bah, c'est pareil avec, le développement d'une application, enfin web, portable ou, site BI. On utilise une méthodologie pas à pas. On va d'abord prendre des besoins, faire des maquettes, revenir voir la personne, après on va faire des trucs un peu plus détaillés, après on va commencer le développement, on fait des vrais tests, voilà tout ça, tout ce qu'on a pu voir dans les précédents meet-up. Sophia, je te laisse. Yes. Donc il y a une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est que l'UX égale lui. Que bon, la psychologie, bah, ça va 2 minutes, hein, comme d'habitude, et que ce qui compte, c'est finalement, ce que l'utilisateur va voir. Donc en gros, l'interface du site. Pour vous montrer que c'est faux, on a pris comme exemple le nouveau site de la SNCF. Je pense que ça vous a pas échappé, il a changé il y a quelques mois. Le fond est devenu noir. Alors OK, ben, la police est jolie et tout, OK, le fond noir, les fonds sombres en général, c'est à la mode. Cependant, en termes d'expérience, de parcours utilisateur, c'est vraiment pas optimisé. Ce qu'on peut constater, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais c'est que, on trouve beaucoup plus difficilement ce qu'on veut. Pour, du coup, réserver un trajet, c'est pas facile. Vous voyez, là, sur la page d'accueil, on est invité à indiquer là où on veut aller, mais pas d'où on part, pas combien de billets on veut. Donc déjà, pour réserver son billet de train, c'est assez compliqué, c'est pas intuitif. Mais ensuite, une fois qu'on l'a, si jamais on veut modifier ce billet, ça va être tout un parcours du combattant. Donc en fait, on se rend très vite compte que là, ils ont voulu se concentrer sur ce qu'on voit. Et ils ont commencé leur démarche par lui, c'est-à-dire par le design, par ce qu'on voit. Or, l'UX/UI, c'est une démarche. Comme l'a dit Victurnien, c'est une méthodologie qu'il faut suivre à la lettre. Et là, ils ont fait les choses à l'envers. Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est qu'on passe un très mauvais moment quand on est sur le site. C'est pas facile d'utilisation. Et voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, on va au contraire vous montrer ce qu'il faut faire. Victurnien, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et en fait, là, on vous a mis un petit résumé de ce que veut dire l'UI, de ce que veut dire l'UX, et donc de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout un parcours. Donc, on commence par l'UX, par la partie blanche, pour arriver à l'UI, ensuite seulement. Pour vous donner des bons exemples de sites sur lesquels vous pouvez un petit peu vous appuyer, par exemple, il y a Sephora. Sephora, c'est un très bon site.
Dès la page d'accueil, on voit que déjà, on tombe directement sur les réductions. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, tout est classé par gamme. C'est très bien fait, c'est fluide, c'est pas répétitif. On voit bien chaque couleur. On a les produits en gros plan ensuite quand on veut cliquer dessus, par exemple sur un rouge à lèvres, on va très bien voir la couleur, on va pouvoir voir les différences de nuances. D'autres sites qui sont très bien faits, c'est les sites de voitures. Alors par exemple Honda, on met vraiment en valeur le produit et on peut facilement arriver là où on veut. Quoi qu'il en soit, ce qu'on recherche dans un site, c'est, de naviguer facilement, que ce soit intuitif, que l'utilisateur n'ait pas de difficulté à trouver ce qu'il cherche. Donc là, encore une fois, avec le nouveau site de la SNCF, malheureusement, on n'y est pas et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi la démarche, qu'on va vous expliquer au fur et à mesure, du meet-up avec les bonnes pratiques. Alors, il y a aussi, se dire, de toute façon les gens ils y connaissent rien, moi je sais Mmh. tout, je sais mieux que mes clients, donc j'y vais, allez, je développe, avec les personnes, que je connais. On fait, notre application, tout se passe bien et du coup, allez, je vends ça, je suis sûr, de toute façon je les connais, hein, c'est bon, j'y vais. Bah, ça aussi, c'est une vraie erreur. On ne conçoit jamais une application tout seul, surtout pas entre informaticiens, parce qu'on s'y connaît très, très bien, dans tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on va avoir. On va créer plein de biais, et si on reste en plus qu'ensemble, on va renforcer ces biais, et donc faire plein de trucs qui sont complètement faux et complètement, erroné et vous allez vraiment en fait précédent meet-up, on avait vu le principe d'affordance, vous allez atteindre le 0 absolu parce que vu que vous avez développé un truc qu'entre vous, en fait, vous allez faire un produit pour vous, pour les gens qui sont comme vous et pas pour les gens que vous visez. Par exemple, si vous voulez faire une application, de personnes qui font du vélo, hein, beaucoup de vélo, bah, c'est bien d'aller voir des personnes qui font vraiment beaucoup de VTT et pas se dire: «Alors ouais, quand on fait du vélo, on a besoin de ça, je sais, puis on fait ça, on fait ça». Parce que non, tout seul, on n'a pas forcément un avis qui est objectif. Il faut toujours aller voir les autres personnes pour s'assurer qu'on n'est pas en train de se biaiser. Google avait fait pendant un truc, avait fait un outil sur le café pour les baristas et donc ils sont allés voir des vrais baristas et leur ont demandé, quels étaient leurs besoins et les baristas ont fait l'application avec eux. Alors pas la partie technique, mais ils donnaient vraiment leur, leur opinion sur toutes les parties fonctionnelles, là où eux, ils allaient vraiment, normalement se servir de cet outil-là et c'est important de faire ça, c'est vraiment ce qui va permettre de réussir l'application ou non. On a des exemples parfois de personnes dans une série notamment, Silicon Valley pour ceux qui la regardent. On a vraiment cet exemple de l'informaticien qui développe qu'avec ses informaticiens et quand il présente au public son application, bah, il y a un problème, c'est que personne comprend son application parce qu'il l'a fait qu'avec eux. Alors, il faut aussi savoir, à qui on va s'adresser. Très souvent, on vous parle bien évidemment de connaître son client, donc on a différents types de clients, hein. On a, j'ai parlé des cyclistes, on va avoir les automobilistes, on va avoir les différents marchés alimentaires, mais on a aussi des générations à qui on va parler. Parce que dire: «Moi, je vais parler aux jeunes», c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parmi les jeunes, il y a différents types de comportements, notamment via les générations. Mmh. Alors les générations de jeunes, pour le moment, c'est, Y, Z et alpha. Si vous êtes né avant les années 80, vous n'êtes plus parmi les jeunes a priori, normalement, mais c'est un fait et il y a quand même des comportements pas très particuliers, c'est-à-dire, les comment dire? Les Y, hein, notamment, vous le savez tous, on est en plein dedans, on a du mal à les fidéliser, ils bougent beaucoup, on veut beaucoup de choses beaucoup plus rapidement que nos aïeuls et donc ça veut dire que, vu que c'est une génération qui se sert énormément d'internet, qui pense pas que c'est une technologie particulière, mais que c'est dans son commun, c'est une génération donc du coup qui est au courant de tout et donc là, j'ai pris un exemple, de groupe qui afficherait des très beaux chiffres. Si vous mettez des très beaux chiffres avec notamment un très beau chiffre d'affaires pour dire que Mmh. votre groupe il est super et qu'il marche bien et pour attirer des personnes et les garder très longtemps, mais que vous leur proposez rien d'attractif en termes d'avantages, les gens de cette génération qui s'en beaucoup vont avoir très rapidement l'impression que vous les prenez pour des andouilles et c'est encore d'autant plus vrai, parmi la génération Z qui, a priori seront des comment dire? Des personnes qui étudient les sciences sociales.
ont découvert que s'ils ont une plus grande tolérance à l'erreur, mais les erreurs que vous faites en ont encore moins sur les erreurs présentes sur les outils informatiques. C'est-à-dire que là où un Y aura plus de patience pour vous, le Z, pas du tout. Mmh. Donc c'est voilà, il faut vraiment cibler sa population. Voilà, on va voir d'autres exemples après. Tu me fais le Allez, tremplin continuons. victorien, c'est parfait. Alors en parlant justement de cibler ces utilisateurs, on va vous parler de l'exemple de Facebook. Alors vous voyez une autre erreur à ne pas faire, c'est de penser, d'avoir la prétention de penser que notre contenu va toucher tout le monde, qu'il est adapté à tout le monde. Ça malheureusement c'est rarement le cas, ou alors sinon c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais en voulant toucher tout le monde, en général, on touche personne. Et malheureusement, Facebook, au fil des années, a voulu étendre son panel d'utilisateurs. On l'a vu, au début, c'était plutôt les jeunes, et petit à petit, il y a eu les parents qui ont créé leur profil Facebook, et ensuite les grands-parents. Donc toute la famille a son compte Facebook. Résultat, les jeunes ont déserté petit à petit vers d'autres applications. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils ont démultiplié leurs services. Au début, Facebook, c'était un mur. On pouvait partager des phrases, son humeur du jour, à la limite des photos. Petit à petit, on a créé une messagerie, on a créé des pages, des groupes, le service Story qu'on retrouvait déjà sur Snapchat et sur Instagram. Donc au final, c'est devenu un peu un fourre-tout. Et les gens ont commencé à délaisser Facebook pour des applications spécialisées. Et du coup, en plus, la structure du site, elle est plus cohérente avec son utilisation. C'est plus simple. On trouve plus facilement, encore une fois, ce qu'on est venu chercher. Alors qu'à contrario, Snapchat, eux, ils sont restés fidèles à ce qu'ils avaient défini au départ. Donc, c'est-à-dire cibler un contenu très, très jeune. Au départ, ça ciblait des collégiens, voire des lycéens. Et ils sont restés fidèles un petit peu à cette culture-là. Et ils ont vraiment adapté leur contenu à leur cible. Donc, c'est pour ça que ça continue à marcher, en fait. Malgré le temps qui passe, Snapchat reste toujours très présent, très utilisé. Et en fait, son service de base n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire des échanges de contenu éphémères qui disparaissent avec le temps. Quelques stories. La seule chose qui a changé, c'est juste l'interface. C'est de garder ce petit côté compliqué. Alors, cette fois, c'est le contraire, mais encore une fois, c'est parce que c'est adapté à la cible. Snapchat cible des jeunes, des adolescents pour la plupart, qui n'ont pas envie que cette application soit utilisée par leurs parents, qui n'ont pas envie que leurs parents comprennent comment ça marche, puissent aller sur leur Snapchat. Et c'est ça qui fait que Snapchat arrive à garder sa cible active sur son réseau. Ils ont bien compris à qui ça s'adressait et le peu de changements qu'ils font, c'est pour garder ce petit côté mystérieux. Donc ça, c'est un bon point pour eux. Ouais, tout à fait. Il y a une erreur qu'on voit très souvent, c'est se dire, «Tiens, on va mettre pour être trop sympa, pour aider les gens», parce que voilà, il faut se dire peut-être que ça va être compliqué pour utiliser, notre outil au début. Je vais mettre une fenêtre dialogue qui s'ouvre directement et qui dise: «Est-ce que je peux vous aider?» Ça, c'est vraiment une erreur à pas faire. En fait, vous alourdissez votre écran pour rien. Déjà, quand on sait que, maintenant les gens ont maximum 9 secondes de temps de patience, mais déjà que pour la majorité 3 c'est trop. Si vous alourdissez votre interface avec une fenêtre de dialogue qui s'ouvre automatiquement en demandant: «Puis-je vous aider?» alors que la personne n'a pas demandé de base de le faire, déjà c'est un désavantage que vous mettez, mais en plus ça ne sert à rien. En fait, les personnes iront eux-mêmes utiliser la fenêtre aide s'ils auront besoin de cette fenêtre. Surtout qu'en plus, très souvent dans les sites qui utilisent un chatbot, il vous dit une réponse, basique, qui sert à rien, du genre: «Vous mettez votre problème», il va vous dire: «Très bien, Mmh. je vais contacter les spécialistes». Ça sert à rien, ça alourdit pour rien. Donc ne le mettez pas, mettez juste un petit bouton aide si vous voulez, pourquoi pas? Et les gens iront cliquer dessus s'ils ont besoin, mais sinon vous ne le mettez pas, ça sert à rien. Mmh. Bon, excusez-moi, je voulais mettre cet exemple-là, mais je pourrais vous montrer à la fin, mais Darty, par exemple, quand vous êtes sur le mobile, ils ont réussi l'exploit de mettre la fenêtre aide sur le bouton valider. Alors ça, c'est magnifique, vous voulez faire un filtre et vous pouvez pas. Ah ouais. Ça sert à rien. Mmh. Une autre erreur aussi, c'est de négliger la lisibilité du contenu. Et dans le cas de l'exemple, de mettre trop d'infos.
Alors attention à pas faire le contraire et de pas en mettre assez, hein. Ce qu'on cherche, c'est, le bon équilibre. Mais là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'infos. On n'arrive pas à savoir quelle information est la plus importante. En plus, tout est quasiment, de la même couleur. Enfin, il y a pas assez de contraste, hein, dans les nuances de couleurs. On voit pas, en fait, on comprend pas le message, que, l'interface veut nous faire passer. La carte du monde est trop grande. On voit là tous les pays, alors qu'il y a plein de pays qui ne sont pas concernés par l'information. C'est mal choisi. Donc là, du coup, l'expérience utilisateur, encore une fois, elle n'est pas optimale et on va zapper le plus important. Alors que vous allez voir sur l'exemple d'après qu'il y a des moyens de faire beaucoup plus clair en choisissant les bonnes couleurs et utiliser la même police si possible. Pour une même page, mettre la principale information en beaucoup plus gros. Alors tout ça, hein, ça peut être vraiment du bon sens, c'est le cas, mais pourtant, on voit que c'est quand même rarement le cas dans les faits. Donc aller à l'essentiel, mettre en valeur ce qu'on veut vraiment montrer, oublier le reste, hiérarchiser les mots, choisir le bon espacement entre les lignes, utiliser une même famille de polices, utiliser des mots simples et connus de tous, hein. Vraiment, on essaye de vulgariser, sauf si on est vraiment sur un site dédié à des spécialistes, à des experts. On est concis. Ça, c'est vraiment les grands conseils qu'on peut vous donner. Voilà, Est-ce que... alors, excuse-moi, je parlais juste de tout petit moment de te couper. On a en plus un très bon exemple là sur cette encarte qui présente, le vautour dindon. Vous voyez en dessous des couleurs, il y a un petit bouton qui est une petite main qui clique sur le bouton gris et ça, c'est typiquement un bouton aide qui est utile. C'est-à-dire, il vous montre juste, si vous cliquez sur les couleurs, il n'y aura plus qu'un pattern qui va apparaître et ça, c'est super bien parce que c'est un bouton aide qui est pas invasif, qui sert à quelque chose, qui vous permet de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut faire si vous voulez faire un bouton aide. Allez, on continue notre petit, tour de cassage d'idées, du UX Zombie. Alors, on va maintenant passer sur 2 exemples. Je l'ai déjà dit, vous l'avez entendu, Darty, on va comparer avec IKEA. L'idée comme quoi, c'est pas grave, de toute façon, moi on m'a dit qu'il fallait que ça charge le site et il fallait que ce soit rapide, donc voilà, c'est bien, hein. Et ben non. Alors, chez Darty, on va aller prendre, les frigos par exemple, voilà. Alors déjà, il y a une erreur, hein, qui est magnifique, que vous voyez en direct sur l'écran. Je vais sur un réfrigérateur, alors là pour lire la suite, c'est magnifique, faut deviner. Donc là encore ça va, mais alors, il y en a, c'est un délice. Bon allez, on va prendre un frigo, congélateur. Et là, je vais faire mes petits filtres. Et alors là déjà voilà, le reboot qui se lance à chaque fois. Et alors là, autant vous dire que si vous voulez faire fuir le client, il n'y a rien de mieux. Et alors encore là, les filtres, ils ont travaillé là-dessus parce qu'avant, pour supprimer les filtres, il fallait décocher un à un, en faisant ça et c'était très, très lourd. Alors oui, ça se charge très rapidement, c'est sûr. Ça là-dessus, ils ont bien écouté, ça se charge super rapidement. Seulement c'est relou, quoi. Et ça, il faut éviter alors que bon, bah, IKEA, on va prendre l'exemple des canapés modulables. Ah là, et là déjà vous voyez que j'ai mes filtres et qu'importe ce que je fais, ouais, il y a un reboot qui se fait sur la page, sauf que je peux faire tous mes filtres sans aucun souci. J'ai pas un reboot qui me casse en fait à chaque fois ma visite du site et ça, c'est vraiment vers quoi il faut tendre. Maintenant, si on continue notre petit tour, on va les menus sticky. C'était l'exemple que je vous montrais. Vous voyez très rapidement que les menus ne sont pas collants, pas les menus sticky. Donc si vous voulez modifier votre sélection, vous devez remonter, chercher, retrouver ce que vous vouliez. Et ça reboot. Donc vous devez redescendre pour potentiellement continuer. Bref, le menu doit vous suivre pour faciliter votre navigation. Comme Ikea. Ikea, c'est un bon exemple. Faites comme les Suédois, c'est très bien. Là, ici, si je veux modifier la forme, ou disons rajouter la taille, bah voilà, ça m'accompagne. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Le double fond, c'est mieux que un. Alors ça, c'est une erreur à jamais faire. On parle de double fond hein, lorsque vous êtes sur une page et vous avez l'impression d'être arrivé à la fin de cette page. Alors, Datatory, qui est un vrai site, hein, je ne l'ai pas inventé,
qui est censé être une boîte expert en UX, nous a fait directement le plaisir de faire une erreur de double fond. C'est-à-dire là, c'est la page d'accueil et on a l'impression que c'est tout, c'est l'écran. En plus, on a même le bas qui est blanc comme si c'était la fin. Alors que non, pas du tout en fait. Ça continue. Normalement, il y a plein d'infos qui sont en dessous. Et bah, il faut éviter, il faut pas faire ça. Un bon exemple, c'est ça. Là. Vous voyez que sur ce site Spring, eh ben, vous avez le bas qui est grignoté, ce qui vous donne l'indice qu'il y a une suite qu'il faut aller voir. Ou alors, vous avez aussi Airbnb qui vous montre que sur les côtés, c'est pas complet. Donc, du coup, vous allez scroller pour aller voir. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand vous voulez mettre beaucoup d'informations, parce que tout ne peut pas tenir sur la page. Et donc, bah, dans un but de garder peu de vision, vous voyez bien que là, sur Airbnb, on a en gros que 6 carrés. Et c'est très bien, c'est à la limite qu'il faut sur une page. Et bah, du coup, pour pas mettre tous leurs carrés d'habitation, de type d'habitation, ils ont fait ça. Ça, c'est très bien. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Allez, on va continuer avec les idées suivantes. Sophia, je te laisse la parole. Innover à tout prix, on n'est pas des losers. C'est pareil, alors c'est très à la mode de changer son site, d'essayer de faire des sites plus jolis et tout, c'est trop cool. Ça, on est totalement d'accord. Le problème, c'est que des fois, bon, bah, encore une fois, hein, comme pour la SNCF, on va se concentrer sur le design et finalement, le travail n'est pas terminé. L'expérience utilisateur ne va pas être optimisée, il va y avoir des choses qui sont redondantes, des filtres qui ne vont pas être pertinents ou pas assez poussés, on en parlait tout à l'heure, Elodie. Ouais, en fait, vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent plusieurs fois, on ne comprend pas pourquoi. On est déjà sur la page d'accueil, hein, puisqu'on tombe sur cette page quand on tape SPA. Et finalement, bah, y a un bouton accueil. On est déjà à l'accueil. Plusieurs fois, on va retrouver les mêmes boutons. Je donne, j'adopte. En fait, pourquoi le mettre à plusieurs endroits? C'est pas forcément nécessaire. Deuxièmement, les filtres, ils en ont enlevé plein. Avant, on pouvait filtrer en fonction de l'âge, en fonction des mois. Maintenant, les juniors, c'est de 0 à 2 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'adopter un animal, mais la plupart des gens, quand ils pensent junior, ils pensent vraiment bébé pour pouvoir les éduquer. Alors là, c'est peut-être une volonté de la SPA, mais ça ne va pas changer les choses malheureusement. Les gens vont juste passer plus de temps à chercher le bon âge et ça, c'est dommage pour l'expérience utilisateur. Ça va ralentir et ça ne va pas forcément donner envie de revenir sur le site de la SPA. Ça, c'est dommage. Innover, c'est bien, mais pas à tout prix. Et encore une fois, il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut permettre à l'utilisateur d'avoir une navigation qui est quand même la plus optimisée possible. Ouais. Et ce qu'on cherche en fait dans les changements dans l'UI UX, c'est que ce soit quasiment imperceptible. Donc voilà, quand c'est réussi, l'utilisateur ne s'en rend pas forcément compte. Alors, ouais, et pour compléter ce propos, notamment, il y a un élément qui n'a pas été vu et c'est normal. En fait, si vous remarquez bien, la page, elle est très sombre. Et en fait, c'est parce qu'il y a un bug qui est actuellement sur la SPA. Quand vous cliquez sur certains boutons, en fait, il y a un écran enfin, il y a une fenêtre qui s'affiche, mais qui ne part pas et qui laisse le côté très sombre. Il faut cliquer 2 fois encore pour que ça parte. Plus, ils ont voulu mettre quelque chose qui est très bien pour vous engager, vous responsabiliser. Il y a un petit livret à lire avant de voir les animaux, sauf que si vous scrollez trop vite, le livret il s'affiche pas. Et si vous remontez, d'un coup, d'un coup, en fait, le truc il peut vous rebloquer. En gros, vous ramener en haut et vous bloquer. Vous comprenez pas pourquoi, parce que vous dites avant j'étais pas bloqué et là je suis bloqué. Et ça faut tester. On verra après, mais innover, c'est bien. Avant, c'est vrai qu'ils avaient un design qui était très moche. Alors, il était digne des années 2000. C'était vieillot, ouais. Mais il marchait à mort. Et finalement, est-ce que la SPA, son but, c'est de survendre les animaux à des gens qui vont potentiellement les réabandonner ou s'assurer que les gens, ils sont responsables et ils viennent là parce qu'ils veulent vraiment le faire? Et c'est, à mon sens, là où ils ont raté leur innovation. S'ils ont voulu faire un truc qui est très beau, ça, c'est sûr. Sauf que ça marche pas entre les boutons qui se répètent, comme a dit Sophia, entre vous allez voir, si vous vous amusez, il y a plein de menus qui servent à rien, qui vous ramènent à des endroits que vous avez déjà vus. La recherche animale, c'est très compliqué. Et pour autant, c'est bien de vouloir vous montrer plein d'animaux, mais il faut que les gens aillent voir les animaux qui veulent directement et pas qu'ils se disent en voyant ça, oh, ils sont trop mignons, je le prends. On veut pas un achat impulsif, on veut un achat qui est réfléchi. Et tout ça, en fait, c'est assez problématique. C'est vraiment la SPA avec la SNCF, l'exemple typique d'innovation qui est pourrie. Alors,
on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas innover. Hein. En effet, hein, innover c'est bien, il ne faut pas réinventer la roue. Vous pouvez faire des éléments inventer, c'est très bien, mais il faut réfléchir. Je reviens sur la SNCF, hein, et Sophia l'a dit tout à l'heure, mais le fait maintenant de mettre directement son arrivée et pas le départ, alors que depuis le début, depuis des années, on mettait le départ, c'était en soi une erreur de pratique. Hein. Partout, sur tous les autres sites, vous mettez votre arrivée et après votre départ. Mais la SNCF, on était habitué à faire ça. Et vouloir changer comme ça parce qu'on va innover, il faut qu'on fasse un truc correct et tout, ça sert à rien. Si des gens font quelque chose qui, de base, est une petite erreur, mais qui ne gêne pas son comportement à l'application et le but recherché, bah vous laissez. Si les gens ont pris de pli, ça ne sert à rien de casser, de vouloir corriger. Innover, oui, mais on innove correctement. Par exemple, ils auraient pu, la SPA, le bouton, enfin, quand vous cliquez sur les animaux, vous êtes directement sur une page qui vous oblige à lire tous les éléments et à la fin, la dernière page vous met un bouton voir les animaux. Mais pas un truc qui veut vous bloquer, mais qui vous bloque mal parce que si vous êtes trop rapide, bah, du coup ça marche pas. Bref, c'est l'innovation qui est ratée. Voilà. Et finalement, hein, là, ce que je viens de vous dire, c'est les comment dire, quand vous installez un jeu vidéo, par exemple, ou n'importe quoi, c'est est-ce que vous consentez bien à accepter notre règlement d'utilisation? Bah oui. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la même chose, sauf que bah, du coup, c'est sur une page qui vous force à tout lire, mais étape par étape, vous devez cliquer sur des boutons. Et voilà, c'est un élément d'innovation, mais je n'ai pas réinventé la roue. Pour autant, ça change et c'est mieux présenté que sur l'ancien site. Voilà. Alors, passons à la suite. Ah, Passons aux c'était bons ton élèves. exemple, un bon élève, oui. Exactement. Alors, on voulait juste vous montrer, donc comme disait Victorien, que des fois, on ne change pas beaucoup. Pour autant, notre marque de fabrique, elle est toujours là. On sait ce que l'utilisateur vient chercher sur notre site. Nous, on sait ce qu'on vend. On est à l'aise avec ça. Ça marche comme ça. Donc, on ne cherche pas à tout changer. On va faire quelques petites modifications quasiment imperceptibles, des petites couleurs, une police un peu plus jolie. Mais le fonctionnement et la page d'accueil va rester la même. Vous voyez Le Bon Coin, je pense que vous connaissez tous, ça existe depuis des années et pourtant le site a très peu changé. L'utilisateur, il n'est jamais perturbé dans sa démarche quand il se rappelle que Le Bon Coin existe, qu'il veut vendre quelque chose, acheter quelque chose. Il y va, c'est simple. Le Bon Coin le sait, ils ont compris que ce n'était pas la peine de faire plus, que là, leur cible, c'était des gens qui cherchaient le marché d'occasion, qui n'étaient pas forcément là pour le design à tout prix, qui cherchaient des bonnes affaires et la rapidité du service. On est servi quand on va sur Le Bon Coin. On a ce qu'on recherche. Un autre exemple, par exemple, qui est un petit peu similaire, c'est Blablacar. Pareil. Eux, ils ont gardé une interface simple. Ils ont rajouté donc, des petits plus, par exemple, le nombre de places voulues sur la première barre de recherche, parce qu'avant, sur la barre de recherche, on mettait là où on voulait aller, et la date. Maintenant, on peut mettre aussi le nombre de places. Là, pour le coup, ça ne complique pas, ça reste facile, c'est la même chose, mais en mieux. Donc là, on a un bon exemple de améliorer, mais pas innover à tout prix pour se dire, bah, on change pour changer. Voilà. Alors, on a aussi les gens qui ne pensent pas aux autres supports. Pensez aux différents supports, surtout maintenant au XXIe siècle, où les gens utilisent vraiment beaucoup de supports différents. Et surtout, à quels usages ils sont utilisés, ces supports. Hein. Parce qu'on n'utilise pas son téléphone comme le PC. Donc là, on a Darty qui, pour le coup, a fait une interface sur le téléphone qui est propre. Franchement, c'est simple d'utilisation. Les filtres, ils marchent bien. Bon, si ce n'est, vous savez, le petit exemple là, de la bulle d'aide là, qui apparaît en bas, à moitié sur la partie afficher les résultats. Bon, là, ils peuvent pas tout faire correctement quand même. Mais voilà, du coup, on a vraiment une interface qui est plutôt bien pensée sur le téléphone, versus le PC, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur le PC, c'est horrible, je vois pas mes filtres, le bouton aide, enfin le truc aide qui s'affiche en plus en gros, bref, ça sert à rien, c'est mal fait. Mais là, en plus, où il y a eu une mauvaise réalisation, il y a une mauvaise pensée sur le support, c'est que les gens achètent surtout sur le PC, parce que même si les nouvelles générations utilisent beaucoup de téléphones, hein, on parlait des générations tout à l'heure, la génération Z, hein, a priori, dans les études sociologiques qui ont été faites, elle se sert beaucoup plus de son téléphone qu'avant. Mais ils servent beaucoup plus de leur téléphone pour le loisir, passer du temps, communiquer, voir les gens, pas pour les achats. C'est une génération, comme la Y, qui se méfie beaucoup
ce qu'on va faire de ces données. Donc ils vont plutôt soit privilégier l'achat quand c'est important directement, soit sur le PC où généralement les gens ont un peu plus confiance, parce qu'ils sont un peu plus habitués. Et les achats, surtout les gros achats, sont faits surtout sur le PC. Et Darty a fait du coup un truc très bien sur le téléphone, là où les gens vont pas beaucoup acheter, versus des gens qui vont beaucoup acheter sur le PC, mais c'est mal branlé. Et donc du coup, évitez de faire ça, parce que vaut mieux éviter. Il faut bien penser au support, donc faire un truc qui est correct sur tous les supports et pas que sur un support. Mais en plus, là où il faut penser à quel va être votre support principal et tout miser dessus et pas se tromper. Et là, on a un exemple, certes, c'est bien sur le téléphone, sauf que un, sur le PC, c'est nul, et deux, le support principal, c'est mal fait. On avait, alors ça a déjà été soulevé, mais les pop-up partout, ça, c'est apparu, mais alors, c'est un classique. Là, vous voyez bien que sur le téléphone, là, l'image de droite, on voit plus rien. Sur le téléphone, c'est magique, hein. Alors déjà alors certes, c'est la loi. Il faut nous demander quand la personne est la première fois, est-ce qu'elle accepte ou non l'utilisation de ses cookies. Donc on va pas le compter. Mais déjà que c'est un petit peu embêtant pour les gens parce qu'on est habitué à aller vite. Mais ne rajoutez pas des cookies qui servent à rien directement. En 20 € offerts, vous avez d'incroyables newsletter à la rigueur. Ça, vous le mettez au moment de l'achat. Pourquoi pas? Vous le mettez un bandeau, quelque chose que je vais voir, mais pas un pop-up qui me force à faire un clic. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils voient ça, ils partent. Surtout sur quelque chose qui est aussi concurrentiel que les vêtements, par exemple. Ça, faut pas faire ça. Un bon exemple, c'est Honda, on en parlait tout à l'heure. Honda, c'est beau. On a un bandeau qui m'informe d'une information importante et pas un pop-up. On a la mise en avant de leur voiture et directement, et en plus, ça me met un indice qu'il faut que j'aille en bas parce que potentiellement, il y a des véhicules. Et quand on va en bas, on a tous les véhicules de Honda. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien pensé. Ça, c'est des personnes qui ont des bons UX designers. Allez, on continue notre tour d'horizon des zombies. Ah, le shadow design, pardon. Mais alors ça, on l'a tous vu, je vous ai mis l'exemple le plus flagrant, c'est les cookies. Il n'y a rien de plus agaçant et moi personnellement, je ne veux pas être le seul quand même, mais il y a des sites, je ne vais plus sur ces sites parce que on me force à accepter des éléments et j'ai pas le choix de dire oui ou non. C'est-à-dire que là, typiquement, vous avez qu'un bouton, c'est cliquer ici pour dire oui, ou alors il faut aller dans le truc pour chercher sur les 50 cookies ce que vous voulez ou non. Moi, ça m'agace, j'ai pas envie. Donc je quitte directement. Il y a aussi alors un qui m'a beaucoup énervé, alors c'est recherché, mais c'est recherché parce que il est pratiquement en situation de monopole, mais c'est pas une bonne idée de vouloir faire ça. C'est Amazon. Amazon, pratiquement, il vous piège pour vous forcer à vous abonner à Amazon Prime. Je me suis fait avoir à un moment donné, donc j'ai directement réagi, mais ils sont assez malins pour vous forcer à vous abonner à Amazon Prime, où on l'a vu tout à l'heure avec Darty qui force l'abonnement à Enjoy. Et du coup, voilà, tout ce qui est le shadow design, ok, c'est bien pour forcer des achats, mais derrière, vous êtes sûr que la fidélisation des personnes, l'affordance, c'est 0. Et donc, ouais, c'est pas mal, vous allez aller voir les gens une fois, mais après coup, vous allez vous faire haïr. Donc, misez pas ça. Alors, Amazon, ils font des mauvaises pratiques, mais parce qu'ils sont pratiquement en monopole. Mais le jour où ils seront plus en monopole, ils vont se casser la gueule. Enfin, se casser la gueule, peut-être pas, mais ils vont avoir un retour de bâton assez sévère. Donc, bref, évitez ça à tout prix, surtout quand vous voulez vous démarquer. Il faut pas. Voilà. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Alors oui, accepter des cookies pour un autre site ou abonnement 5 €, c'est pas vraiment un shadow design parce que vous êtes averti. C'est pas je clique sur oui, il y a écrit en tout petit 5 € par mois. Non, on force à l'achat. C'est autre chose, c'est une mauvaise pratique que j'ai pas sélectionné parce qu'il y en a beaucoup trop malheureusement. Mais bon, voilà, on en a parlé. C'est mauvais de forcer les achats, mais c'est pas un shadow design. C'est un shadow design, c'est vraiment je vous force à faire quelque chose, vous n'êtes même pas au courant. Et vraiment, testez vraiment Amazon quand vous faites un achat. Vous avez pratiquement votre souris quand vous avez fait l'achat, enfin quand vous allez faire l'achat, qui est sur le bouton d'Amazon Prime. Et c'est tourné comme si vous alliez faire un achat normal, alors pas du tout. Donc tout ça, il faut éviter. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire fuir les gens. Et voilà, faut pas. Et enfin, le truc suprême agaçant, les vidéos qui se lancent seules.
qui vous mettent du son. Alors ça, c'est super agaçant. Il y a des études qui ont été faites. En plus, quand vous mettez des vidéos avec un son qui commence directement très fort, il n'y a rien de mieux pour que les gens partent. Parce que c'est agaçant, c'est agressif. Donc ne mettez pas ça. En fait, chaque action doit être voulue par votre client, par votre utilisateur, hein, l'utilisateur final. Chaque action, c'est lui qui les enclenche parce qu'il a envie de les faire. Mais ça ne doit pas être vous qui forcez. Par exemple, là, je vais revenir vite fait sur Honda. Excusez-moi pour voilà. Honda, c'est une vidéo quand vous voyez là. Ce que vous voyez là, normalement, c'est une vidéo. Sauf que c'est une vidéo qui est quand j'entre, hein, c'est leur image d'accueil. Quand je vais quitter la vidéo, c'est fini. Elle me suit pas, elle s'arrête. C'est si je veux avoir en entier, je vais avoir en entier, mais sinon c'est fini, elle est plus là. Donc voilà, les vidéos, c'est soit en accueil, mais quand je quitte, c'est bon, elle disparaît, ou alors c'est moi qui l'enclenche, mais elle me suit pas. Ou alors vous avez calculé que la personne, elle est genre sur un site de tutoriel et que la vidéo m'accompagne pour me suivre étape par étape. Mais ça doit être réfléchi et bien calculé. En aucun cas, vous mettez un truc qui se lance tout seul. Alors moi, pour vous résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, je vous ai mis un petit résumé de ce qu'est une expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, c'est pas que ce qui se passe quand vous êtes sur une interface. L'expérience utilisateur, c'est un cheminement. C'est avant, c'est pendant, c'est après. Tout ça, ça se réfléchit. Il y a des choses à prendre en compte. Donc, on n'a pas arrêté de le répéter, mais la psychologie cognitive, c'est hyper important de la prendre en compte et de se renseigner dessus, d'avoir une culture de la psychologie cognitive. Quand on travaille dans l'UI, l'UX, c'est important de lire beaucoup d'ouvrages à ce sujet. Faire attention notamment aux billets. On avait fait un meet-up spécial sur les billets l'année dernière, notamment aux billets de confirmation, par exemple. Ne pas penser, ne pas vouloir à tout prix valider une hypothèse qu'on s'est fait au début. Mais vraiment voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ne pas hésiter à ajuster les choses. Hein. On est agile. Ne pas penser que tout le monde pense comme nous. Que ce que moi je trouve qui marche bien, tout le monde est d'accord avec ça. Non. Ce qu'il faut faire, c'est concevoir en mobilisant des méthodes qui visent vraiment à répondre à des problèmes réels d'utilisateurs, en tenant compte de leur comportement, de leurs attentes, de leurs besoins. Et pour ça, il y a deux façons de faire. C'est se cultiver sur la psychologie, sur les neurosciences, mais aussi en créant des personas. Donc ça, on en a déjà parlé. Ça va nous permettre de prévoir les difficultés que vont rencontrer nos cibles. Donc, on crée nos personas et on va essayer de voir ce qu'ils vont faire sur le site. Qu'est-ce qu'ils cherchent, quelles sont leurs attentes, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, comment ils vont réagir au marketing, etc. Et on va créer des interfaces qui vont venir engager, convertir et créer de vraies expériences utilisateurs qui vont vraiment faire marcher le cerveau. Donc, on va essayer de créer des sensations, créer des souvenirs qui vont donner envie aux personnes de revenir sur notre site ou sur notre application. Et donc, tout ça, encore une fois, ça découle d'une connaissance du cerveau et du comportement humain qu'on ne peut pas ignorer si on travaille dans l'UX. Et c'est important, hein. C'est pas juste du bon sens, encore une fois, ce que vient de dire Sophia. Moi, très souvent, j'ai des personnes qui croient pas à l'UX parce qu'ils ont rencontré un UX designer qui était un peu en mode moi je sais tout, moi je modifie tout, et donc du coup ils se mettent complètement à penser que c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas parce que vous rencontrez une personne qui est un peu trop pédante que c'est n'importe quoi. Vraiment, le cognitif, c'est super important. On l'avait montré, on l'a souvent pris cet exemple, ce qui est très rigolo. Mais par exemple, si vous mettez deux graphiques côte à côte mais qui n'ont rien à voir, vous allez créer des fausses corrélations. Merci beaucoup, Sophia. Notamment, il y en a un, quand vous les mettez côte à côte, c'est l'âge de Miss France, l'âge de Miss un État américain, disons Miss Alabama, et les meurtres très violents, les meurtres très très violents. Et ben les années où Miss France est plus vieille, les meurtres très violents augmentent. Miss Alabama, pardon. Pour autant, c'est un pur hasard. Hein. Il n'y a pas de raison particulière qui fait que quand la Miss Alabama est plus âgée, les gens vont tuer plus cruellement les autres. Donc vous évitez de faire ça. C'est la pire, c'est la pire pratique. Enfin voilà, il faut vraiment utiliser ces biais cognitifs. C'est vraiment des études et s'en servir pour faire le meilleur design possible. Alors, on va arriver à notre dernière slide qui va résumer un peu tout ce qu'on a vu jusque-là. On va terminer par la SNCF, qu'on a commencé avec ça, mais on mise tout sur le design, on l'a déjà dit, et on fait aucun test, on l'a déjà dit.
Pourquoi je le redis? Parce que c'est intéressant de tout ce qu'on a dit avant, ça montre bien qu'il y a plus qu'à faire un joli design. Il y a, penser, à connaître votre client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait, hein, pour à quel besoin vous allez répondre, quel est son âge, quelle est sa génération du coup, Mmh. son mode de pensée, sa catégorie socio-professionnelle, mais il va y avoir aussi la méthodologie que je vais utiliser, hem, les biais cognitifs qu'il va falloir que j'évite ou que je vais devoir utiliser pour faire revenir les gens sur mon application. Tout ça, tous ces éléments, voilà, ils sont à prendre en compte, mais surtout les tests. Il y a rien de pire que larguer quelque chose qui est cassé en soi. Alors on le voit en ce moment, c'était remonté au dernier meet-up, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont très souvent, ils sont buggés et les gens ont l'impression d'être eux-mêmes des testeurs. C'est pas bon de faire ça. Ça crée la défiance à l'avenir. Du coup, vous avez des ventes qui sont moindres. Mais il y a la SNCF, on peut en parler, qui fait toujours ça, des crash tests pratiquement avec les utilisateurs. Alors on parlait beaucoup de bugs. Moi, j'en ai eu un bug un jour, c'est quand je renseignais ma carte jeune, il disait que c'était pas bon parce que j'avais plus de 25 ans. Sauf qu'un carte jeune, c'est 12-27 ans et donc du coup, j'étais bloqué. Ça servait à rien et ils avaient pas pensé à faire ça. Après, ils ont corrigé ce bug-là, donc du coup, je mettais mon bon âge, mais si je me trompais une fois dans la série de chiffres à rentrer, du coup, il restait sur l'erreur, même si j'avais corrigé, il restait sur l'erreur. Donc il fallait que je quitte l'application, que je revienne dans l'application, que je refasse sans faire d'erreur pour qu'il enregistre correctement ma carte jaune. Ça, c'est des bugs qui sont pas censés sortir. On est censé le voir directement quand on fait des tests. Et c'est pour ça qu'on paye des testeurs. C'est pour ça que sur des grosses applications SNCF, on est censé avoir des pools utilisateurs qui sont énormes. Mais c'est mal fait. Et il y a plein de trucs comme ça, c'est un classique de se dire: «Les tests, on le fait très rapidement parce qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller». Bah non, il vaut mieux prendre un peu plus son temps et s'assurer qu'on a un produit qui est clean à la fin et qui va, mine de rien, la sortie de quelque chose, hein, la première impression, elle est vraie, hein, et c'est très dur de s'en défaire et du coup, quand vous sortez, vous faites un truc qui est clean, vous allez avoir dès le début une affordance qui est élevée. Pour rappel, hein, j'ai beaucoup utilisé affordance pour ceux qui n'étaient pas là avant, c'est ce qui va faire revenir les gens, ce qui fait que les gens vont apprécier votre outil, vont comprendre directement le message. Voilà, c'est ce qui fait que vous faites une bonne expérience et c'est important de prendre tout ça en compte. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi la communauté et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.